Bon matin. Donc, en effet, on va commencer par cette table horizontale sur des questions documentaires. Nous avons déjà en amont considéré qu'il y avait un petit nœud intéressant à discuter, qui était le nœud de la relation entre la scénarisation et des projets documentaires, du fait même qu'il pourrait s'agir d'un oxymoron. Comment est-ce qu'on prévoit à l'avance quelque chose qui relève de la cueillette du réel. Et bon, avec cette idée en tête, il y a 2 ans déjà, avec principalement Martin Bonnard, nous avons commencé une opération d'entretien, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment fait dans nos façons d'aborder la recherche, mais un entretien avec des créatrices et des créateurs ciblant des projets particuliers, mais de ce que nous appelons le documentaire élargi, c'est-à-dire toute forme de projet documentaire, du long-métrage au web documentaire, aux installations muséales, aux expositions d'art actuel, à la réalité augmentée, mais à contenu réel et avec une idée de retour d'engagement sur le réel. Donc nous avons commencé ces entretiens pour demander aux gens, en gros, vous travaillez comment, vous faites quoi, vous écrivez, vous avez quelle sorte de boîte à outils. Donc de façon assez pragmatique, voir un peu quelle était l'heuristique de l'écriture à l'avance de ce qu'est le réel, en se rendant assez rapidement compte dans cette série d'entretiens dont une petite partie est déjà en ligne dans l'encyclopédie TechNess, dans un parcours que Olivier et Isabelle ont dirigé. Donc une petite partie est en ligne, ça continuera d'être nourri à la fin du projet par une grande partie d'entretien qu'on a depuis réalisé. Et donc on s'est rendu compte que l'une des exigences majeures quand on travaille sur le réel d'écriture, c'est chercher l'argent. C'est-à-dire qu'on a une idée de création, mais il faut quand même en convaincre des financeurs. Et il faut aussi, surtout lorsqu'on n'est pas dans du long métrage documentaire, donc quelque chose d'assez balisé, il faut aussi mettre à l'unisson des équipes de travailleurs assez multiples, de la logistique web à la création d'outils spécifiques. Donc que très souvent l'écriture en documentaire est quand même liée, je dirais, à la gestion des ressources humaines ou de toute façon à l'arrimage d'une idée de filature du réel chez des créateurs avec des pratiques très multiples et qui ne sont pas balisées. Bon, ceci est le travail en amont. Pour se rencontrer avec vous aujourd'hui, ce que nous avons désiré faire, c'est d'inviter des membres du LabDoc, donc le laboratoire de recherche sur les pratiques audiovisuelles documentaires, des membres du LabDoc, ici tout à côté, que je vais vous présenter un par un, en les réunissant autour de quelque chose que ces personnes partagent, qui sont des thèses de doctorat en recherche-création. Donc on aurait même déjà presque pu passer l'entièreté de la rencontre en leur faisant un peu travailler au corps cette notion de recherche-création qui est très marquante dans les dernières années à l'université, mais qui n'est pas encore, Dieu merci, tout à fait balisée. Mais pour compliquer la chose, ce n'est pas seulement faire en sorte qu'ils discutent et elles discutent avec nous de la recherche-création, mais en partant d'un projet en particulier, parmi leurs nombreuses pratiques, d'un projet qu'évidemment nous avons sélectionné sous la loupe du documentaire. Et aussi, nous avons eu la chance, parce que nos collaborateurs travaillent beaucoup, d'arriver à identifier chez chacune de leurs œuvres des typologies de documentaires tout à fait distinctes. Donc, du web documentaire, du livre photographique, de la performance documentée et une installation vidéo. Déjà, ce sont des catégories qui renvoient à des choses qui existent dans le monde de l'audiovisuel. Et maintenant, lentement mais sûrement, on va entrer dans
dans le vif du sujet, justement en partant de cette idée quels sont vos outils, comment vous commencez à écrire. Mais avant d'en arriver là, je vous présente, tiens, en ordre de distance, Vadim Dumèche. Bonjour, bonjour. Alors, Vadim est doctorant en co-tutelle entre le Fresnoy et l'UQAM en études et pratiques des arts. Je dis des choses bien essentielles pour le moment. Je m'en rapproche. Constance Sinfré. Alors, Constance est doctorante en recherche-création dans un programme multidisciplinaire à l'Université de Rennes et il est en stage doctoral à l'UQAM pour cette saison printanière. Et voilà, Hervé Demers. Alors, Hervé, lui, il est doctorant en études et pratiques des arts à l'UQAM. Et Sylvain Brosset, il est doctorant en communication avec profil recherche-création, toujours à l'UQAM. Alors, ce sont tous des membres du LabDoc qui ne se sont presque pas rencontrés avant. Je dis presque pas parce qu'ils appartiennent à des chronologies différentes. Le LabDoc a presque 10 ans de vie, donc ils n'ont pas déjà travaillé ensemble. Alors, ça me fait plaisir de les faire rencontrer. Et pour commencer à lancer la discussion, j'aimerais peut-être que tout d'abord, vous savez quelles sont les œuvres de votre création qu'on a ciblées pour aujourd'hui, que tout d'abord vous les décriviez un peu. De quelle œuvre il s'agit, puis déjà vous la présentez comme vous le feriez à l'habitude, mais après, peut-être de faire cet exercice de réduire un peu l'œuvre en disant, bon, qu'est-ce qu'il y a de documentaire là-dedans ? Parce que votre relation documentaire, il est un peu à vitesse et à distance variable. Alors, on commence par, on fait la courte paille. On commence par Hervé, j'ai senti qu'il voulait commencer. Go, Hervé. Merci. Donc, ça, mon projet, c'est un projet de livre photographique documentaire que je vais présenter aujourd'hui, qui est le deuxième volet d'une enquête documentaire que je mène maintenant depuis 5 ans autour de la désindustrialisation de l'ancienne ville minière d'Asbestos, qui s'est rebaptisée Val-des-Sources en 2021. Et puis, donc, mon projet de livre photographique, c'est ça, je l'ai commencé au tout début, à peu près de ma thèse, je dirais, pendant la pandémie. Puis, je vous ai préparé une présentation qui montre une première maquette sur laquelle j'ai abouti tout récemment, et puis qui est le fruit aussi de discussions autour des images avec les personnes qui participent au projet documentaire et qui sont aussi les mêmes personnes participantes avec qui j'avais fait le film au préalable. Donc, c'est une longue relation que je développe depuis plusieurs années avec ces personnes-là. Et puis, le projet de livre photo, contrairement au cinéma, m'a permis d'aller peut-être plus loin dans la collaboration, étant donné la simplicité logistique aussi de ce format-là que le cinéma ne permet pas nécessairement. Puis, donc, c'est vraiment un travail collaboratif là, que j'ai initié avec eux. Et puis, je vous en parlerai tout à l'heure avec Images à l'appui. Merci, Hervé. Deuxième personne qui se lance, Sylvain, je sens que tu te lances. Moi, ma recherche création repose sur... je m'intéresse à la médiatisation de l'abstention électorale en France et au Québec. Donc, je suis dans une étude comparative... c'est un peu interdisciplinaire, j'utilise des méthodologies un peu de sciences politiques et de communication par rapport à ça. La création que je propose, c'est un web documentaire, parce que ce qui m'intéresse énormément, c'est de proposer une historiographie différente de l'abstention électorale en France et au Québec, car ça a toujours été vu comme quelque chose pendant très longtemps de très tabou, de très négatif. Alors qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui commencent à s'ouvrir sur un autre point de vue sur l'abstention électorale. Moi, j'ai même pas encore de maquette à présenter, mais je peux au moins décrire un peu. Le web documentaire, pour l'instant, se définit en 2 parties. Il y a une partie, ça va être plus comme une espèce de film-essai, où moi, je vais proposer une propre historiographie sur l'abstention électorale. La deuxième partie, ça va être plutôt comme une archive interactive, car ce qui m'intéressait énormément, c'était de montrer un regard sur l'abstention électorale, et de l'autre, montrer c'est quoi tous les éléments que j'ai utilisés pour faire ce que j'ai fait, et de permettre à d'autres gens de faire autre chose, de regarder, d'avoir leur propre regard avec les documents de l'archive. Donc voilà. Merci. Constance, je sens que tu es prête. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Constance.
Je suis doctorante en art, je suis en 2e année. Et donc, je fais une thèse en recherche-création qui porte sur les vivants et le quartier, donc la cohabitation entre les vivants. Et donc, pour cette première année de thèse, j'ai voulu m'intéresser à une situation qui est la cohabitation entre sangliers et humains à 30 km de chez moi, à Rennes, dans la forêt en fait, de Brocéliande, qui est en fait la forêt de Pimpon. Qui est une forêt où je suis beaucoup allée me promener moi-même et j'ai rencontré beaucoup de chasseurs. Et donc, je suis partie faire plusieurs mois d'immersion parmi le monde des chasseurs, mais pas que, le monde des gardes forestiers, le monde des politiques, le monde des habitants, des habitantes, des défenseurs des droits des animaux, et scanner, on va dire, toutes ces relations aux sangliers à travers les sangliers, observer, on va dire, tous ces liens entre les humains, qu'est-ce que ça raconte, et à travers eux tisser une espèce de contre-forme du sanglier depuis les années 50. Et donc, à partir de cette immersion, de cette observation participante qui s'est transformée ensuite, on va dire, en web documentaire, j'ai commencé à filmer et j'ai commencé aussi à réaliser un web documentaire, qui est un mot que je m'approprie de plus en plus étant artiste, que j'appelais au départ carte interactive, mais qui était en fait un web documentaire. Et j'ai la chance d'être accueillie donc au LabDoc pour m'approprier l'écriture du scénario, comment on écrit un scénario, comment on fait des choix et comment on filtre les informations pour raconter une histoire. Et ça me passionne en tant qu'artiste, forcément. Voilà, merci. Oui, bonjour, moi c'est Vadim, je suis doctorant, comme il va disait, en études de pratique des arts entre le CAM et le Fresnoy. Je suis principalement cinéaste documentaire et ma thèse porte sur la co-création documentaire. Et le projet dont je vais parler aujourd'hui, présenté aussi à le vernissage plus tard dans l'expo, c'est un projet qui s'appelle Точка Зору, qui veut dire point de vue en ukrainien. C'est un projet qu'on a commencé en 2023, en février 2023, avec des collaborateurs en Ukraine. On a lancé un dispositif de tournage qu'on a créé spécialement pour ces projets, qui était un téléphone portable qui tourne en double caméra, c'est-à-dire un téléphone portable qui filme le selfie de filmeur et son point de vue en même temps. Et j'ai passé ce dispositif aux amis des amis à Paris, et ce dispositif a voyagé de Paris à l'Ukraine jusqu'à la ligne du front, et puis a retourné à Paris en passant par une quinzaine de personnes, comme un bâton de relais, et chaque personne a filmé leur quotidien, filmé leur expérience de la guerre avec cet appareil avant de le passer à la prochaine personne. Et ce que je vais présenter ici, c'est un montage de 54 minutes de ces rushs qui a pris une forme d'une installation vidéo, mais c'est un projet en cours. Maintenant, on est en recherche de financement pour en faire aussi un long métrage documentaire et un archive web de ces rushs. Et on va relancer le tournage probablement en septembre 2024, et puis peut-être encore une fois en 2025. Parce que malheureusement la guerre continue. Je pense que c'est tout. Merci Vadim. Donc, je refais encore un petit tour, un bout moment, et après on va lancer plutôt des questions qui vont être prises dans l'ordre où vous souhaitez. Là, je reprends l'ordre dans lequel vous avez présenté, donc Hervé. Tu as évoqué l'idée que dans cette itération de projet documentaire qu'est le livre photographique, tu as confronté tes personnages documentaires de ton film précédent aux photographiques et tu as prise d'eux avec eux, comment cette relation s'est construite. En réalité, c'est ça. Je le vois vraiment comme un second projet, un peu comme une autre racine qui pousserait d'un même tronc pour explorer un même thème documentaire avec d'autres moyens médiatiques. Comme le projet de photographie s'est initié pendant la pandémie, ben c'est ça, c'était pas possible pour moi au départ de renouer avec les personnes participantes d'emblée. Donc j'ai vraiment scénarisé mon projet, si on veut, sur le plan documentaire à partir de la matière des lieux. Donc il y a eu une longue étape de prise de vue où j'ai comme approfondi la matière
du lieu asbestos, évidemment, sa minéralité, mais l'architecture des lieux publics, vraiment le fin détail de comment cette ville-là se caractérise par dans le fond, ses arrangements inconscients. C'est comme un concept que j'aime beaucoup de Walker Evans, il parle, dans le fond, de la façon dont les peuples, les communautés, les villes se représentent à travers la façon dont elles organisent l'espace. En fait, elles disposent les objets à la fois dans les espaces publics et les espaces privés. C'est quelque chose qui est vraiment important de documenter en photographie. C'est un média qui se prête particulièrement bien à ça, parce que la durée des images n'est pas prédéterminée. Donc après cette phase-là, plus d'enquête sur le lieu, ben là, j'ai pu en faire renouer avec les personnes. Et puis, les portraits se sont faits de façon assez informelle, mais je demandais toujours quel lieu, par exemple, était particulièrement signifiant pour les personnes, quels vêtements ils souhaiteraient porter pour leur portrait. Il y avait toujours une discussion à partir de tous les détails, ou même quels objets qui étaient très importants pour eux, soit dans leur vie quotidienne ou autour de la culture asbestrienne. Et puis à partir de là, ben, on dialoguait sur la construction du portrait qu'on allait faire ensemble. Et c'est plus tard que j'allais leur présenter cette image-là dans le contexte de pré-montage. Mais dans ma présentation tout à l'heure, j'ai comme des exemples de comment je le présentais dans les diverses itérations aussi que j'ai utilisées dans le fond pour discuter avec les personnes. Donc c'était vraiment, puis à partir de ces itérations-là d'images que je présentais, ben, il y avait d'autres pistes de photographie qui naissaient, puis c'est comme ça que le livre s'est constitué. Merci beaucoup. Donc il y a aussi une partie, disons, de création d'autoportraits de la part de tes personnages. Ouais, on pourrait dire ça. Puis ça a été vraiment comme un dialogue. Il me proposait des choses, puis ensuite je réagissais à ça, puis des fois on continuait. Les propositions n'étaient pas toujours d'emblée intéressantes, mais on se promenait, puis on trouvait une solution ensemble pour que justement le projet finalement se rencontre à travers nos deux sensibilités en quelque part. Autrement dit, tu as compliqué ta tâche. Oui, absolument. Mais c'est intéressant, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui sont nées de ça. Très bien. Mais l'idée, c'est aussi de toujours... parce que qui d'autre que ces personnes-là peuvent conférer à mon projet une valeur patrimoniale? Et puis ensuite, ben, c'est ça, de m'assurer d'ancrer mon projet sur le plan social et culturel dans la communauté aussi, pour que quand il va sortir, ce ne soit pas comme une surprise, un peu comme on a vu avec l'exposition de Dégely, je ne sais pas si vous avez vu, au musée McCord. C'est comme un projet photographique québécois là, qui a eu lieu dans les années 70, je me souviens bien. Puis en tout cas, ça avait créé un tollé parce que la ville ne se retrouvait pas dans le portrait. Pas du tout, oui. Donc c'était un souci aussi. Je comprends. Alors, il y a un terme qui est le terme de co-création qui est tout à fait central pour l'œuvre de Vadim, qui peut-être pourra être un peu travaillé, du moins par vous trois tout à l'heure. On va le laisser mijoter. Alors, je suis encore la première ronde de présentation, donc c'est Constance en deuxième. Tu as évoqué un aspect qui fait quand même rêver. Tu as parlé de la forêt de Brocéliande, tu as parlé du fait que pour t'intéresser à ton sujet, la cohabitation des vivants dans le quartier, tu as filé différents types de personnes qui travaillent dans ces lieux. Et tu as nommé des gardes-chasse, tu as nommé des chasseurs. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait un peu rêver du point de vue du chercheur. Et voilà, toi, plutôt de te demander comment travaille l'artiste qui vient de la performance lorsque décide de demander à ces groupes assez hétérogènes de se fondre avec eux ou justement de les filer. Donc, que fait-il l'auteur de performance pour faire son terrain documentaire avec ces gens qui ont leur propre système, leur propre... Alors, donc oui, c'est vrai que j'avais 10 ans de performance avant d'arriver dans ce terrain de recherche. Et en tant que performeuse, j'avais 2 mois pour arriver dans une résidence artistique où j'allais produire mes propres artefacts, évidemment en lien avec le centre d'art ou le musée où j'allais être accueillie, mais j'étais autrice, on va dire, de la situation de la performance. Et la thèse, ce terrain de recherche, qui n'est plus une résidence artistique, mais qui est un terrain de recherche, m'a métamorphosé dans mes outils. J'ai dû inventer mes propres outils. Et donc, je suis partie de l'observation participante. Donc, j'ai emprunté à d'autres disciplines que la mienne. Donc, moi, je suis en art, bien que j'emprunte aux sciences politiques. Et a priori, j'emprunterai aussi un peu à l'ethnologie et à l'anthropologie, puisque je suis rentrée en immersion dans leur monde.
Et dès le départ, c'était très clair pour moi que la performance était inversée. J'allais pas inventer une situation où j'allais avoir un public avec des participants, mais c'est presque moi le public. Enfin, quelque part, c'est inversé. Et donc, je me suis autorisée à développer mes propres outils de performance, c'est-à-dire que j'ai adopté une position de neutralité. Donc j'ai commencé, j'ai été accueillie, je vais le développer un peu plus tard, mais j'étais accueillie dans une station biologique qui appartient à l'université de Rennes en fait. Donc il y avait des scientifiques qui travaillaient là-bas. Et à partir de cette situation, on m'a présenté des chasseurs, d'abord des chasseurs à courre, et puis ensuite d'autres types de chasseurs. Voilà, je développerai plus tard. Et donc, à partir de cette neutralité, j'ai commencé à développer une espèce de rôle issu du fou, qui est alors c'est ça, voilà, c'est un peu complexe, mais le fou est un personnage qui est revenu beaucoup dans mes performances précédentes, car le fou, au XIVe siècle, était le seul habilité à se moquer du roi, tout en risquant sa vie à chaque minute. Mais dans une situation où le manichéisme est partout et où il y a une dualité très forte, surtout dans des situations de chasse à courre, où il y a parfois des bagarres, on va dire. Il y a beaucoup d'opposition. Il a fallu que je me trouve une nouvelle position qui n'est ni chasseuse, ni défenseuse du droit des animaux, mais qui est une observatrice qui rentre en conversation avec les chasseurs. Mais dans la rencontre avec les gardes forestiers, c'est presque pareil, car au fur et à mesure de cette immersion, je me suis aperçue que la forêt de Brocéliande, c'était 95% de forêt privée, 5% de forêt publique, et donc ça pose énormément de questions, et on arrive au début du mercantilisme, de l'histoire de la privatisation des territoires, et qui est un sujet qui pose énormément de conflits aussi dans cette situation. Donc je suis arrivée dans un territoire en conflit, on va dire, et je me suis inventé une espèce de rôle, un personnage. Donc je me suis sortie de l'observation participante, et par rapport à cette filature, la dernière chose, c'est qu'ils sont arrivés à moi, ces chasseurs-là, tous les participants sont arrivés avec leurs propres artefacts. Je vais vous montrer, il y a par exemple un massacre de cerfs, qui est en fait un crâne de cerf coupé en deux, qui est un objet qui est très riche, très lourd en symboles, qui n'est pas uniquement un objet pratique, mais qui signifie quelque chose, qui symbolise quelque chose de très très fort. Donc je suis arrivée, ils m'ont présenté leurs rites, ils m'ont présenté leurs artefacts, ils m'ont présenté leurs objets. Donc c'est pas moi qui ai créé en fait les artefacts de la performance. Un à un, ils sont arrivés avec ces objets-là, et ces objets-là ont composé, on va dire, une mise en scène, si je me réfère au monde de la performance, quoi. Mais ouais, je m'arrêtais là parce que... Merci. Merci. Donc c'était Sylvain par la suite qui était intervenu. Donc Sylvain, l'univers est un peu différent. Donc toi, c'est surtout avec des archives que tu as eu à faire. En partant d'une recherche historique, disons, assez classique. Essayer de esquisser les contours d'une situation précise qui se manifeste à plusieurs fois dans l'histoire contemporaine. Donc, tu as ciblé des périodes probablement ou des événements charnières autour desquels voir quelle sorte de matière d'archives tu pouvais faire émerger, mais en sachant que dans cette recherche en archives, tu n'étais pas en train de prendre des notes pour écrire seulement 2 pages de thèse, mais tu étais en train d'extirper des éléments pour en faire de la recherche-création. Ce que je suppose change un peu aussi la façon de regarder dans le dossier des archives. Donc, à toi, par rapport à ta recherche précisément, je demanderais plutôt comment s'organise la cueillette en archives en sachant que ce n'est pas seulement pour ordonner l'histoire que l'on va raconter, mais pour être étonné par des artefacts d'archives jusqu'au point de savoir que tu vas les inclure dans une œuvre que tu vas signer, que tu vas probablement les transformer. Donc, et comme tu as fait un peu les deux,
dans ta carrière de recherche en archives pour nourrir la rédaction d'une histoire originale. Et cette recherche en archives pour nourrir une création, comment ça se passe, ce jeu? Alors, au départ, la relation avec les archives était assez... j'avais pas tellement d'idées de où aller. J'avais déjà commencé à immobiliser certaines périodes. Je m'intéresse en France, par exemple, de 1848, qui est la première élection présidentielle au suffrage direct, seulement pour les hommes, bien sûr, à cette époque-là, jusqu'à 2022. Et je fais des coupes dans ces périodes-là, et j'ai fait ces coupes-là par rapport aux médias le plus dominants. Donc à cette époque-là, c'était une presse plutôt élitiste. À partir de 1888-90, c'est une presse c'est le début de la grosse presse d'opinion, où il y a considéré beaucoup comme ça, comme le début de l'âge d'or de la presse, où il y avait beaucoup de papiers, beaucoup de pamphlets. J'ai fait dans le début des années 60, c'est la deuxième seulement élection directe présidence avec la télévision et la radio qui sont rentrés, c'était des médias d'État, et 2017-2022, où là c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont complètement changé la donne sur les élections. Et donc cette recherche d'archives, elle s'est faite déjà beaucoup vraiment par à-coup, enfin, ça s'est vraiment fait par tâtonnement. Au début, il y a beaucoup de cartons d'archives où... quand on fait une recherche aux archives nationales notamment, ça arrive par des grandes boîtes et en fait on passe des heures et des heures à passer à travers des documents poussiéreux. Et donc j'ai été muni seulement de ma caméra, d'un appareil photo, et j'ai pris beaucoup de documents. Donc pour revenir au sujet de ce colloque, qui est de raconter, cartographier la scénarisation, j'avais absolument aucune idée aucune structure, aucun cadre. J'avais seulement des dates et seulement juste ma curiosité de vouloir absolument fouiller toutes les boîtes possibles et inimaginables, et aussi d'aller voir les archives de l'INA, en tout cas pour la France. Au Québec, c'est un peu plus compliqué vis-à-vis de Radio-Canada, parce que les archives sont beaucoup moins accessibles qu'en Europe. Et donc j'ai commencé à passer à travers beaucoup d'heures, et c'est vraiment littéralement chercher l'aiguille dans la botte de foin, parce que par moments on passe des heures et on trouve absolument rien, puis à un certain moment on trouve un fragment. Et c'est l'idée du fragment surtout qui est l'idée la plus importante dans ma recherche, c'est que chaque morceau d'archives, chaque document, chaque entrevue que j'ai pu avoir, parce que je fais aussi des entrevues avec des abstentionnistes contemporains aussi pour alimenter cette recherche, font partie d'une liste de fragments. Je vais montrer un fragment de ma liste de fragments. Et donc l'unité principale de mon web documentaire et de mon film essai, c'est le fragment. Le fragment qui a dans son morceau la totalité de mon sujet de recherche, mais en même temps c'est juste un morceau. Et toute la scénarisation de ce web documentaire-là, pour moi, se fait sur la séquence dans mon logiciel de montage. Et c'est à travers ça, la séquence, où dedans je mets absolument tout. Je mets tous les documents d'archives, que ce soit du texte, que ce soit des archives, des affiches, de l'audio, de l'image, tout. Et c'est en fonction de ma liste Excel que je mets en ordre tous mes fragments et que je commence petit à petit à faire un montage. Alors je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais l'idée de comment je me suis perdu dans les archives, ça s'est vraiment fait en passant beaucoup d'heures et en sachant absolument pas qu'est-ce que je cherchais au départ. Et en catégorisant. Ouais, c'est ça, en catégorie. Merci beaucoup. On va rentrer dans les matières individuelles tout à l'heure. Alors, Vadim, tu nous as fait imaginer ce ou ces téléphones cellulaires qui sont prêts pour filmer en double caméra, qui se promènent d'une main à l'autre. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le terme de co-création, qui est un terme avec lequel tu travailles beaucoup. Alors, en sachant que toi, le réalisateur de documentaire, déjà chevronné, tu as un long métrage à ton actif qui s'intitule La Base. Déjà, quand le projet Point de vue prend naissance, et donc tu laisses aller un dispositif pour qu'il revienne avec des choses. C'est pas un acte simple. En général, en cinéma, c'est pas un acte simple. En documentaire, c'est pas un acte simple. Donc, avant que tu ne reçois la matière et que ça commence à dialoguer avec ton envie initiale, comment ça se passe
comment ça se gère, cette co-création un peu à l'aveugle. C'est une posture particulière quand même en documentaire. Oui, merci pour... En fait, je savais pas trop... C'était un très bon exercice de penser à la scénarisation justement pour cette table ronde et pour cette colloque, parce que ça m'a fait comprendre à quel point dans ce projet le dispositif était vraiment au cœur de l'intention aussi. C'est-à-dire la nature elle-même physique de ces dispositifs de tournage déterminait vraiment comment les choses, quelle forme les choses ont pris. Je me fais vraiment imaginer qu'il y a quelqu'un qui écrit avec des tablettes de l'argile, ça va pas être la même chose que quelqu'un qui écrit avec une machine à taper ou à la main. Et voilà, justement, ce dispositif, il était très très important, son design, de comment il se déambule dans l'espace, de comment il passe d'une personne à la personne. Et moi et mes collaborateurs, après, tous les participants de projet, ils sont listés comme des co-créateurs de projet parce que c'est eux qui ont réellement mis en scène leur réalité. Mais principalement, on a développé le projet avec un ami à moi, Dimitro Mogilinets, qui est un cinéaste à Kharkiv. Et en fait, au début, c'était le dispositif qui a lancé le projet. C'est-à-dire mon premier long métrage était aussi tourné en téléphone portable, qui s'est dévoilé comme un outil très approprié pour la co-création, parce qu'il est très co-création documentaire, parce qu'il est très intuitif à utiliser, etc., etc. Il permet vraiment beaucoup des usages différents. Et c'est pendant ce travail-là que je me pensais, mais là, il y a 2 caméras dans le téléphone, pourquoi pas les utiliser en même temps, les 2? Et ça a vraiment rentré aussi très bien dans la recherche qu'on fait et la théorie qu'on était en train de construire autour de savoir situer et d'essayer de situer la personne qui raconte sa réalité. C'est comme en disant qu'il y a personne qui est en dehors de la système, qui l'observe, et par cette geste d'avoir une double caméra, on inscrit activement la personne dans son environnement. Et je ne savais pas vraiment où appliquer ce dispositif. Et c'est avec l'éclatement de la guerre que j'ai commencé d'en parler avec Dmitro et qu'on s'est dit qu'en fait, ce serait un dispositif très très approprié pour cette situation. Et puis, il fallait mettre nos intentions dans le design de ce dispositif. Là, je ne sais pas si on va montrer ce qu'on a préparé plus tard. Mais ce que tu me demandais, est-ce que c'était simple de laisser complètement le dispositif? Si, c'était assez simple parce que déjà en passant par la base, mon premier long métrage que j'ai co-créé avec le chauffeur de taxi parisien, et où j'ai reçu des rushs mais complètement différents, hétéroclites, presque une dizaine de personnes avec qui j'ai travaillé, y compris 4 personnages principaux. Mais j'ai comme déjà eu des preuves que si on a un cadre d'écriture qui est commun entre toutes les histoires, qui se recompose après dans le montage, on va arriver à quelque chose. Et du coup, j'avais pas peur de lancer ce dispositif. Parce que j'ai déjà vu que finalement, s'il y a une fil rouge commune qui va traverser toutes les histoires, on va réussir de rassembler ces roches après. Et évidemment, le fil rouge est très très rouge, c'était la guerre. Et puis il avait des autres motifs d'écriture qui s'est développé à partir de contexte, mais aussi à partir de propriétés de ces dispositifs. Et ça, je peux parler plus tard. Et du coup, c'était plutôt comme un cadre de coécriture commune qui était établi pour tout le monde. Et après, chacun était libre de s'exprimer à l'intérieur de ce cadre. Mais après, ce cadre, il était très très subjectif. C'était juste quelque chose qu'on a discuté ensemble, qui était écrit directement sur l'appareil. Écrit sur l'appareil. Écrit directement sur l'appareil, ouais.
Comme des notes d'usage Oui, c'était de mode d'emploi, mais aussi des suggestions. L'appareil lui-même, il sera aussi exposé cet après-midi à côté de l'œuvre déjà montée. Le même téléphone qu'on a envoyé en Ukraine, mais je vais aussi montrer comment on l'a désigné. Ce qui était aussi important d'en faire une sorte comme une identité graphique quand même pour l'ensemble des accessoires qui voyageaient avec cet appareil, pour que ça ressemble à quelque chose, tu vois, pour que ça ressemble à un projet, tu vois, qui fait partie de quelque chose, que c'est pas juste un appareil qui arrive comme ça, que les gens se sentent partie de quelque chose qui est plus grand que juste voilà. Et Merci. Alors, commencez à vous sentir à l'aise d'aller à l'ordinateur, celles ou ceux d'entre vous qui voulaient ouvrir des dossiers. Mais la question que je vous pose maintenant à tout le monde, c'est un peu, on a entendu de la feuille Excel énorme que Sylvain a montée, mais et des objets symboliques que je retiens, des objets symboliques qui sont apportés par tes interlocuteurs, Constance. Mais au-delà de ces deux éléments que vous avez évoqués, est-ce que vous pourriez nous faire un peu une liste, même si vous ne l'avez pas pensé comme ça, en amont, une liste de vos outils de création, d'écriture, avant que l'objet ait pris sa forme, même sa catégorie d'objet documentaire, sa forme, comment vous organisez la matière? Vous pouvez même dire votre carnet Moleskine, ça ne gênera pas. Puis si vous avez des images de votre boîte à outils, allez-y. Je n'ai pas vu vos dossiers, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, qui veut me parler de ces outils? Comment s'écrit le projet? Constance, je le sens. Allez, je veux bien démarrer, Oui. parce que j'y ai pensé justement pour préparer cette table ronde. Alors, c'était la première fois que je m'attaquais à ce genre d'exercice. Et donc, en fait, je me suis aperçue, en préparant cette table ronde, que quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est le dessin. Parce que je dessinais avant cette thèse, et le dessin m'a toujours aidé à capter l'atmosphère. Et en fait, dans une situation où je suis en thèse de recherche-création, j'ai énormément de livres, je lis Charles Stepanov, Roméo Bondon, Raphaël Mathevet, des géographes, des anthropologues, des philosophes, où à la fois j'interroge des gens c'est une phrase que je répète souvent, mais chacun se bat pour ses propres intérêts, dans une situation en conflit, et ainsi de suite. Là où j'avais envie d'interroger ce qui n'était pas visible, ce qui n'était pas palpable au premier degré, et aller un petit peu au-delà et tenter de capter l'atmosphère d'une matinée dans la forêt au mois de novembre, en sachant que la chasse a repris, et puis où en sont les sangliers dans leur... où est-ce qu'ils sont, de capter l'humidité, de savoir où est-ce qu'ils ont passé la nuit, et ainsi de suite, quoi. Et le dessin, en fait, m'a énormément aidée à capter quelque chose de plus que ce que je voyais, de ce qui m'était donné à voir. Et je vais pas davantage... je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais ça m'a vraiment aidée à capter le sensible. Et le sensible c'est pas la première chose qui a été écrite. D'abord, j'ai fait un plan, parce que ma première idée de départ, je pense que j'étais vraiment prise entre mon cerveau et les sens. C'est-à-dire que mon idée de départ, c'est vraiment une carte interactive. Donc au départ, j'ai dessiné la carte. Je voulais vraiment représenter sur la carte tous les zones avec les bois qui sont... les forêts qui sont... des entreprises en fait, quoi, voilà, où il y a des camions qui vont pour chercher les troncs et ainsi de suite. Je voulais vraiment représenter les 4 voies, les éoliennes, les trains, les voies de chemin de fer, les zones urbanisées et ainsi de suite. J'avais vraiment à cœur de rassembler toutes ces données depuis 60 ans, enfin depuis les années 50, de capter autant l'urbanisation du territoire que la manière dont les sangliers se réapproprient année par année ce territoire qui est en constante évolution, de capter aussi cette espèce de dualité ville-campagne, qui est une des premières choses que j'ai entendues de la part des gens que je suivais, et ainsi de suite. Et donc je me suis complètement perdue dans mon explication, mais c'est pas grave. Mais voilà, en fait il y avait tellement de choses... Boîte à outils, le dessin. Ouais, en fait il y avait tellement de choses dans la boîte à outils
que je suis allée acheter dans mon magasin de chercheuse et ainsi de suite, que le dessin a réussi à créer un lien entre tout ça en fait. Et le dessin m'a un peu sauvée, a réussi à aller un peu au-delà, à questionner peut-être des choses comme la spiritualité, l'atmosphère, et surtout des histoires de transmission familiale, du grand-père, de la Seconde Guerre mondiale, et de choses voilà, plus sensibles, on va dire. Donc voilà, pour les outils. Est-ce qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Voilà. Donc pour voilà, là j'ai juste mis un petit plan déjà pour contextualiser où se passe ce terrain de recherche. Donc pour ceux qui connaissent pas la forêt de Paimpont, j'ai mis une petite flèche. Donc voilà, c'est vers Ploërmel, et Rennes est la ville où moi je fais ma thèse. Donc il y a 50 km entre ces deux territoires-là, et pour moi ça a une importance capitale, puisque étant une chercheuse qui démarre sa thèse, une artiste même qui rentre en thèse, et qui interroge la cohabitation entre les vivants au sein d'un quartier, je me pose la question de la fabrique de cette relation-là. Et donc en discutant, et ça je me suis dit que ça pouvait paraître anecdotique, mais pour moi c'était très important, j'interroge Chloé van den Berg, qui est une doctorante, elle, qui est en Belgique, et je lui dis, voilà, moi je m'étais passionnée pour le ragondin, rien à voir avec le sanglier, qui était un animal avec une histoire lourde de sens, un animal immigré, et ainsi de suite, quoi. Et elle me dit, Constance, il faut démarrer à 30 km de Rennes, parce que si cette thèse, elle va durer 20 ans, si cette recherche, elle va durer 20 ans, et moi, je pense que même si, voilà, un jour je deviens docteur, je pense que je vais continuer cette recherche, il faut interroger la fabrique de ce qui se passe en ville, en fait. De cette invisibilisation, on va dire, de la mise à mort animale, et ainsi de suite. Et donc, la mise à mort animale était la première chose que je voulais interroger, que j'avais jamais pu interroger dans ma pratique de performeuse. Pourquoi ? Parce que les résidences artistiques ne dépassent guère 2-3 mois. En 2-3 mois, on ne peut pas interroger au Japon, aux Pays-Bas, en Allemagne, la mise à mort dans un pays. En fait, ce sont des choses qui nécessitent d'interroger l'histoire du lieu, voilà, des histoires aussi de transmission et tout ça. Et donc là, j'ai 3 ans devant moi. Et donc, je lui dis ça, et elle me dit, il faut aller interroger. D'abord, on pense au pâté de ragondin, donc voilà, qui se fabrique, on va dire, à 30 km de Rennes. Et là, je me dis, donc je suis invitée par le département d'Ille-et-Vilaine, qui est un département de la région Bretagne, et par la communauté de communes de Brocéliande. Donc, ce sont des politiques culturelles. Je suis invitée à faire une résidence artistique pendant 2-3 mois dans la station biologique de Paimpont, qui est cet endroit. Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ok. Verbal, mais je vais expliquer. Et donc il m'invite, et là, j'apprends, je me rends très vite compte que le sanglier est l'animal politique par excellence de ce lieu. Donc là, vous voyez la manière. Donc, je suis vraiment désolée, c'est une carte Google. Je suis partie de choses. N'étant pas géographe, j'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main. Mais le sanglier est l'animal qui va poser énormément de conflits, qu'un animal politique, selon Raphaël Matévet et Roméo Bondon, qui ont écrit un livre sur lui, qui sont géographes. Pourquoi ? Parce que c'est un animal qui va casser les clôtures, qu'on va devoir parquer, qu'on va devoir agréner, c'est-à-dire le nourrir artificiellement, parce qu'il va détruire les champs de maïs, qui est un animal qui pose énormément de problèmes pour les chasseurs, parce qu'il y a une explosion de sa population. Depuis les années 50, c'est à peu près x8, x9 le nombre de sangliers. Il y a aussi des questions de pollution génétique, on va dire, depuis les années 50, et ainsi de suite. Enfin, c'est moins le sujet du scénario, mais donc je vais aller un peu plus vite. Je sais que le bon est un peu grand, mais est-ce que tu pourrais nous montrer la carte un peu ? Oui. Qui est en fait la condensation de ces étapes et qui fait le pont avec l'idée du dessin. Ouais. Donc j'ai fait un jeu. Au départ, l'idée c'est de faire un jeu. J'ai pas mon ordinateur avec moi, mais j'ai fait une capture d'écran de la carte que j'ai faite. Quand vous arrivez sur cette carte-là,
vous pouvez cliquer sur tous les endroits, sur toutes les maisons en fait que vous voyez là, et vous pouvez rentrer dedans. Cette carte, elle représente, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai passé du temps. Parce que voilà, représenter une carte, c'est très compliqué en fait quand on démarre l'exercice. Pour ça, je me suis inspirée des cartes du XIVe siècle, du XVe siècle, où il y avait encore des zones non explorées avec des animaux comme des dragons et ainsi de suite. Ixunt dragones. Ici vivent les dragons, ce qui veut dire ce sont des zones qui ne sont pas explorées. Donc je me suis davantage inspirée de ça. Et ici, j'ai voulu représenter tous les acteurs que j'avais interrogés. Donc vous avez la maison des chasseurs, vous avez le chenil, où vivent les chiens et les chevaux qui participent à la chasse à courre. Vous avez l'EHPAD, où vivent les personnes âgées, pour interroger le passage de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez la station biologique de Pimpon, la zone militaire, qui est un sanctuaire où vont les sangliers dès qu'ils sont chassés. Vous avez la ville, vous avez l'aéroport où vivent aussi, où il y a une forte biodiversité. Vous avez les éoliennes qui produisent évidemment des vibrations dans le sol, et qu'est-ce que ça produit aussi sur les sangliers qui vivent là. Et puis vous avez donc les champs, les forêts qui sont gérées, et un bar qui est central. Puisque, et ça, voilà, en 2 secondes, ce bar centralise toute la population de Pimpon, qui est la ville principale de cette forêt, et où passent tous les chasseurs, mais aussi les touristes, et ainsi de suite, et qui va retenir toutes les informations. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe dans cette forêt, interrogez le bar, parce que voilà, ils vont savoir toutes les versions off. Donc voilà, pour la carte. Merci. Ouais. Peut-être on peut enchaîner sur une autre boîte à outils, puis faire des allers-retours. Est-ce que un autre participant peut montrer sa boîte à outils? De façon comme ça, tentative de conclusion préliminaire, on pourrait donc considérer la longue tradition de la carte dans ce cas-ci, dans ce projet documentaire de longue haleine, la longue tradition de la carte comme une variation de l'idée de scénario. Oui, ça marche, vous entendez bien. Là, vous pouvez voir en fait quelle forme finalement prend cet enregistrement à double caméra et l'outil lui-même aussi qui était envoyé. Ça, c'est Dimitro, mon camarade, mon ami, mon collaborateur à Kharkiv. Je vais en passer peut-être les choses parce que j'en ai déjà parlé brièvement sur la thèse. Ça, c'est le premier projet de la base qui était tourné avec les chauffeurs de taxi. Vous voyez, c'était tourné en téléphone portable aussi. C'est un chauffeur qui prend un selfie et est devenu Et c'est un projet qui était restitué après en tant qu'une installation vidéo dans des endroits différents et puis aussi comme un long métrage documentaire qui vient de sortir en salle il y a 3 semaines en France. Et puis, ces 2 projets, ils font partie de mon doctorat par l'atelier de création, si vous connaissez la structure de doctorat départ à l'UQAM. Et le Točka Zero, c'est un 2e atelier. Et là, j'ai déjà un peu raconté aussi, je pense, tout ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que les roches étaient téléchargées automatiquement sur le cloud à partir de ce téléphone. Dès qu'il est arrivé sur le Wi-Fi, du coup, tout est téléchargé sur le iCloud et on pourrait dérocher et commencer de prémonter tout ça aussi en ligne en travaillant avec 2 monteurs, une monteuse et un monteur ukrainien. C'était vraiment une workflow qui était spécialement construit pour ce projet. Et puis voilà, et en parlant de boîtes d'outils, je pense que cette image, il condense vraiment très bien les boîtes d'outils principales. C'est le dispositif lui-même, vous voyez ça, c'est l'interface d'appli qui tourne en double caméra. C'est ce qui voyait le participant en recevant, en lançant l'appli sur le téléphone. Et là, il y a un dossier qui est en train de s'écrire.
Et je pense que pour moi, le dossier, malheureusement, c'est devenu le pas utile pour moi personnellement et mes collaborateurs principaux parce qu'en fait, le projet s'est fait dans un cadre très strict de production au sein du Fresnois, qui est un studio des arts contemporains très grand, une grande machine bureaucratique en France et qui te force en fait de faire des épreuves tout le temps que tu sais ce que tu vas faire avec leur argent. Et il faut tout le temps écrire des dossiers, il faut tout le temps passer le jury, il a 10 000 interlocuteurs. Et en fait, dossier, ça devient un outil principal. Et c'est vrai qu'au début, le dossier contenait que le dispositif, mais il n'avait pas la géographie de où ce dispositif sera lancé. Et au fur et à mesure que j'ai fait rentrer Dmitro dans le projet, et c'était clair que le dispositif va se lancer en Ukraine, ben voilà, c'était le dossier qui a décidé. Tout est passé par le dossier. Mais la deuxième chose le plus important, c'est le dispositif de tournage lui-même. C'était ça, on a construit des shooting kits très mobiles, très légères. Il y avait un téléphone, le rouge SE, qui sera exposé ici, qui était pensé vraiment pour les gens qui se déambulent toutes seules, sans le moyen de transport. Et le XR, c'était un peu plus lourd pour les gens qui peuvent le poser dans une voiture, ou dans un train. Et puis, on a essayé de faire une interface, comme je disais, très claire, très nette, très simple. C'était tous... Là, vous voyez ce qui était sur le téléphone, réellement. C'était une interface qui était en ukrainien. Et il n'avait que l'appli dedans, une forme de registration, c'est-à-dire le forme de registration servait comme le forme de release en anglais. En fait, les personnes qui le remplissaient... Ouais, c'est ça, voilà. Bon, après, ils ne pouvaient pas le faire remplir à tout le monde qui est le film, mais bon, on s'en fiche, en vrai. README, c'était une présentation de projet en PDF qui montrait aussi les premières esquisses de l'installation elle-même pour que les gens puissent se projeter aussi dans le projet final. Le Movie Pro, c'est l'appli que vous voyez, voilà. Et derrière le téléphone, ce qu'on a mis, c'était le description de projet en ukrainien et un peu des indices de la scénarisation, c'est-à-dire les questions que les gens peuvent se poser s'ils sont un peu coincés dans la... Et c'était qu'est-ce que je vois, comment je suis arrivé ici, où je vais, qu'est-ce que je fais ici et qui je suis. Et en fait, ces questions, pour nous, c'était comme un cadre, comme un petit cadrage de l'écriture qui en fait, finalement, est un produit de mariage de contexte, de la guerre et de dispositifs très mobiles. Et la première ligne un peu de cette cadrage, un premier axe de cette cadrage, c'était l'appartenance. Le lien entre la personne et le lieu, parce que, bien évidemment, le téléphone a été vraiment comme une interface entre la personne et là où elle se trouve. C'est-à-dire que aussi la façon dont on a décidé de combiner ces deux images, c'était qu'il y a un portrait qui s'inscrit dans le paysage. Et du coup, ce qui était très important pour nous, que les gens parlent de où ils se trouvent, quel est leur lien avec où ils se trouvent. Là, vous voyez une des participants qui est à Kharkiv, dans le théâtre, et qui continue de travailler pendant la guerre. Et puis Dmitro, qui filme aussi le ciel de Kharkiv et les documents de sa ville. Mais encore une fois, c'était quelque chose sur laquelle on ne devrait pas vraiment insister. En fait, c'était très naturel que c'est ça ce qui surgit en fait de ces tournages, juste en fonction de nature de ce dispositif de tournage. Un autre axe important, c'était le motif de voyage. En fait, on disait à tout le monde, voilà, c'est un téléphone qui voyage. C'est un téléphone qui voyage de Paris à l'Ukraine, il revient. C'est un voyage, c'est un voyage, c'est un voyage. Et vu que c'est quelque chose de très facile à atteindre, très mobile lui-même aussi, ce qu'on a reçu, c'était beaucoup des plans travelling, qui étaient aussi un repère majeur pour nous dans le montage après, pour justement faire un voyage, une traversée. Là, vous voyez des jeunes correspondants de guerre qui sont en train d'aller documenter un lieu détruit, un soldat sur un char, une participante qui revient à Paris, dans le métro parisien.
Un autre axe important, le troisième, c'était le passage de relais, la communauté, vraiment le lien entre les gens. Et on a demandé des gens de vraiment documenter les passages de ce dispositif. Et ça jouait aussi très bien avec le double caméra. En fait, ouais, c'était très chouette. Vous voyez aussi les deux passages. Il y a Katerina, la première participante, qui ramène le dispositif à Kharkiv à Dmitro. Et puis ensuite, après 12 semaines, Dmitro qui le passe à son ami, un soldat aussi, Dmitro. Ça, c'est le moment du passage. Ça, c'est les moments. Oui, ça, c'est vraiment le passage de relais où le téléphone passe d'une personne à une autre. Alors, est-ce que si aussi on essaye de proposer une conclusion préliminaire, on pourrait, dans ton cas, comme tu l'as souligné, considérer que l'écriture du projet s'est faite à partir du développement du dispositif? Oui, je pense que c'était vraiment ce qu'on pourrait imaginer de faire avec ce dispositif, c'est que finalement c'est produit et les gens, ils en ont surpris aussi parce qu'il y avait les gens qui, comme ces deux garçons, Mikita et Oleg, qui sont les correspondants de guerre, qui ont commencé d'utiliser ce dispositif pour témoigner justement les destructions. Alors, ils ont vraiment approprié ça comme leur propre outil de travail à eux-mêmes, qui nous, on ne pouvait même pas imaginer. Et les thèmes soulevés sont inscrits dans le dispositif, je veux dire le voyage, qui regarde, l'inscription de la personne. Et puis le dernier axe, c'était l'immédiateté, le témoignage. Encore une fois, c'est quelque chose que les gens peuvent témoigner avec leurs conditions, leur situation dans la guerre. Et c'était surtout Dmitro, le soldat, c'était devenu pour lui, mais aussi le jeune garçon. Et en montage, on a utilisé... on a travaillé en ligne, comme je disais, et en temps réel, on était en train de faire comme genre des modules qui contenaient chaque personnage. Et avec les monteurs en ligne, c'est un outil en ligne, c'est comme un mood board qu'on peut faire en ligne. On était en train de manipuler ces choses et progressivement, ça s'est mis en place comme un voyage justement circulaire d'un endroit jusqu'à un autre endroit. Et ça, c'est déjà, je pense, c'est écrit 6.8, mais en vrai, c'est genre 13.8, je sais pas, version de montage. Mais finalement, comme un gros puzzle, ça s'est mis en place et on était content de ce qu'on voit. Voilà, ça c'est des donc outils. aussi le mood board de montage comme autre outil de création, d'écriture assez... Oui, ça c'était vraiment, ça nous a beaucoup aidé de faire sens de tout ça. Ouais. Du coup, le codage par les couleurs, on pourrait réellement mettre en place cette voyage, cette circularité, voir comment les choses se connectent, c'était très... Voilà, on pourra continuer d'en discuter après aussi. Sylvain? Alors, moi, j'ai pas des visuels aussi excitants. Parce que... donc, moi, j'ai, dans ma pratique, qui explique un peu sur la médiatisation de l'abstention électorale, j'ai pris un terme que Viva affectionne beaucoup, qui est le terme de chiffonnier, qui est celui de collecter absolument tout et n'importe quoi. Et donc j'ai une approche intermédiaire dans ma recherche qui veut dire que je m'intéresse à comment les discours autour de l'abstention électorale, dans sa médiatisation, comment ils traversent d'un média à l'autre. Et donc je m'intéresse autant à la littérature, avec par exemple Octave Mirbeau, comme je m'intéresse à la radio filmée avec RTL, ou la presse écrite, ou le cinéma. Il y a eu quelques films qui ont été faits, c'est assez rare, mais il y a eu quelques films qui ont été faits dans les années 60 aussi sur ça. Et donc, comme à cette époque, quand j'ai commencé, je voulais juste tout prendre. J'avais absolument aucun critère, j'étais juste intéressé à en lire le plus possible. La littérature scientifique, évidemment, sur l'abstention électorale aussi m'intéressait beaucoup, mais c'était un point de départ. Donc, ça fait partie des choses que je vais aller chercher aussi. C'est dans beaucoup d'écrits dans les années 1860-1870 sur justement qu'est-ce que le suffrage universel qui venait d'être instauré en 1948, en France en tout cas, a changé. Donc, je m'intéresse aussi beaucoup aux caricatures de presse parce que le côté ironique et satirique de ce traitement m'intéresse beaucoup parce que justement, il y avait toujours cette
il y avait toujours énormément cette confrontation entre, notamment à la fin du 19e siècle, les anarchistes et les constitutionnalistes. Il y avait vraiment toute une discussion historique par rapport à ça, et il y avait vraiment des points de vue vraiment différents. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans l'approche intermédiaire, mais c'est vraiment une méthode d'analyse du média comme milieu. Donc, c'est vraiment ce qui me permet d'avancer justement d'entrechoquer tous ces fragments. Et pour revenir à cette idée du fragment, je vais vraiment vous montrer mes documents de travail. Ça va être une liste Excel qui est pas très excitante, je vous l'accorde. Et là, c'est vraiment juste un bout. Parce qu'en fait, j'ai une trentaine d'entrevues, peut-être pas une quarantaine d'entrevues en tout, mais ce que je fais, c'est que je catégorise en fonction de la date que je l'ai créé ou que je les reçois, le pays d'où ça vient, quel genre de médias c'est, et ensuite je divise ça par thème. C'est-à-dire que moi, je vais reposer beaucoup sur la fonction de Excel qui consiste à classifier en fonction de différentes données. Parce que mon premier point de vue, ce qui m'a rentré dans cette façon de faire-là, c'est ce qui m'intéressait beaucoup quand j'ai commencé à lire sur l'abstention électorale, c'était de lire des témoignages, ils sont assez rares, mais de lire des témoignages des années 50 avec ceux des années 90 et de voir le fait qu'il n'y avait absolument aucune différence entre ce qui se disait entre 40 à 50 ans d'écart, mais en même temps qu'il y avait un contexte historique complètement différent. Et moi, ce qui m'intéressait justement dans cet aspect-là, c'était l'aspect comparatif et surtout l'aspect politique, parce que je ne peux pas ignorer la dimension politique dans comment je vais monter toutes ces choses-là ensemble. Donc la scénarisation, pour moi, repose principalement sur la table de montage et sur la liste, et la liste qui est réaménagée en base de données. Donc, je suis en train de finir mes transcriptions, donc je n'ai pas encore rentré tous mes thèmes pour mes entrevues, mais j'ai aussi en dessous, vous pouvez le voir, tout ça c'est une partie des documents que je commence à rentrer dans toute ma liste. Je suis en cours de le faire, mais c'est en train de rentrer ça par média et par thème. Et je vais classer en fonction des thèmes, et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir la collision de ces différents fragments-là, de voir en fonction de ces collisions-là, quelle distance on peut avoir avec ce matériel-là. Donc, je m'inscris beaucoup dans... C'est très influencé par l'atlas de Abby Warburg, qui était justement de montrer une hétérotopie des sujets, en fait, et aussi beaucoup de la méthode Eisenstein, qui est comme utiliser le montage comme un instrument de production de savoir en soi. Donc j'ai un deuxième document qui m'aide en plus. Donc j'ai ma table de montage, j'ai mon fichier Excel avec lequel je joue, puis avec lequel je commence à monter sur ma table de montage. Mon deuxième document, c'est le journal de bord. Parce que j'ai beaucoup, disons, erré, flâné pendant que je faisais cette recherche-là. Parce que j'ai fait beaucoup de covoiturage pour aller d'une ville à une autre. Parce que rencontrer des abstentionnistes, c'est pas très facile. J'ai essayé de passer des annonces dans le journal, dans les réseaux sociaux. C'est dur de trouver des abstentionnistes. Et donc beaucoup de mes entrevues sont en anonyme. Donc j'ai beaucoup documenté cette pratique-là parce que j'étais dans certains états d'esprit aussi, et à certains moments j'avais certaines idées qui me passaient par la tête quand je faisais certaines entrevues. Et donc, alors d'une part j'ai un index, l'index de mon journal de bord pour chaque personne, chaque chose que je trouvais intéressante de noter, je l'ai noté. Et donc il fait à date il fait 80-90 pages de journal de bord, puis il continue d'avancer là, mais ça m'aide à repasser à travers certains sujets. C'est aussi l'idée de faire justement des connexions entre différents points. Et donc c'est vraiment juste une idée, mais donc j'ai par mots-clés création, puis donc des fois j'ai des idées qui viennent comme ça. La Séguinière, c'est le petit bled d'où je viens, puis je me reposais chez ma mère, parce que d'ailleurs pas très loin de la forêt de Pimpon. Et donc je notais beaucoup à certains moments c'était quoi ce que je voulais faire avec les témoignages et ce que je veux faire avec la création. Et souvent en fait revenir à ces notes-là, puis en fait je suis revenu aussi dessus hier quand je suis en train de fignoler le PowerPoint, et ça me surprend, c'est toujours impressionnant de se relire. J'avoue que je le relisais jamais, mais à le relire ça nourrit énormément de réflexions sur c'est quoi sa pratique. Donc en fait, si je peux résumer dans ma pratique de scénarisation, c'est ma table de montage, et donc j'ai ma liste avec laquelle je joue sur Excel pour essayer de créer des collisions entre ces différents fragments, les différents thèmes qui sont sur ces fragments-là, et le journal de bord qui me permet aussi de donner une espèce de distance avec le propre matériel que j'ai. Donc voilà. Merci beaucoup.
Alors, en effet, de façon conclusion préliminatoire, et on termine avec Hervé maintenant, l'idée de la database form qui te fait ordonner tes collectes, mais je comprends bien que le journal de bord, lui, il vient d'ajouter une couleur, en fait, et une atmosphère, comme on évoquait le terme tout à l'heure. Donc, tu es vraiment pris dans les deux traditions, entre la tradition structurelle et la tradition poétique. Que se passe-t-il avec le trou? Donc, peut-être pour répondre, commencer avec ta question sur la boîte à outils. C'est drôle parce que mon approche, je pense, est diamétralement opposée à celle de Sylvain, au sens où je n'ai pas comme de méthode très organisée, en fait, pour structurer ce que j'entends. Et puis, je dirais que ma matière première que je travaille en cinéma ou même en photographie, c'est l'oralité. C'est-à-dire que c'est de passer du temps avec des gens, de vraiment prendre le temps de les écouter longtemps, poser des questions, m'imprégner du lieu. Puis avec le temps, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces expériences-là qui me sont racontées se déposent dans mon esprit puis m'amènent à produire des images qui, des fois, ne relatent pas nécessairement ces expériences-là de façon littérale, mais vont m'inspirer, en fait, d'aller dans une direction plutôt que l'autre pour finalement réduire le réel auquel je m'intéresse et le condenser dans une forme soit photographique ou cinématographique. Évidemment, en cinéma, c'est possible de travailler avec la réalité telle qu'elle est entendue en l'enregistrant intégralement en tant que son. Dans un livre photographique, c'est ça qui est perdu, en fait, lorsqu'on l'intègre. Donc, mon projet, je vais vous en parler brièvement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un projet qui a commencé avec un film entourant la désindustrialisation d'Asbestos qui a été lancé en 2020 dans les festivals. Et puis, c'est un film qui est justement centré autour d'une pratique orale du cinéma où les témoignages, dans le fond, constituent la trame narrative. J'avais justement peut-être des chapitres en tête au moment de faire mes séances d'entrevue qui étaient peut-être des thèmes, des choses qu'on m'avait racontées qui structuraient déjà un peu le film dans mon esprit à ce moment-là. Puis c'est évidemment selon tout ce qui est dit en entrevue, qui est souvent inattendu, qu'on finit par écrire le film au montage lorsqu'on est en documentaire, puis justement être sensible aux surprises, aux choses qui sont imprévues, qui surviennent pour pas trop être figé dans nos cases qu'on préconçoit avant la construction du film lui-même. Donc, première étape. Et puis, le film, hormis les festivals, il a été étonnamment repris par les gens de la place. La ville elle-même a organisé des projections publiques auxquelles elle me conviait pour rencontrer les gens, discuter avec les citoyens et citoyennes. Et il y a aussi eu des initiatives privées, notamment René Giguère, qui est une personne vraiment importante pour mon projet depuis le début, qui, au décès de son père, qui avait participé au film, a non seulement repris des images pendant la célébration de vie, mais a projeté le film intégralement lors de la cérémonie funéraire pour, dans le fond, que les gens s'imprègnent un peu de l'univers de vie de son père qui avait passé sa vie à travailler dans cette mine-là. Donc, tout ça m'a comme inspiré. Puis après les rencontres que j'avais avec les citoyens suite aux projections, on était en plein moment où la ville est en train de discuter le changement de nom de la municipalité. Donc, la ville s'est appelée Asbestos depuis 1899, n'a servi qu'à exploiter l'amiante. Une communauté de 5 générations qui était entièrement réunie autour de cette idée-là, qui soudainement s'effaçait. Donc, les gens étaient extrêmement préoccupés, puis je me disais finalement, peut-être j'ai pas terminé mon projet là-bas, puis que je devrais continuer à explorer cette idée-là autour du nom. Et puis, j'ai décidé de faire un pas de côté pour le faire sur le plan médiatique, employer un média que j'ai jamais utilisé, le livre photographique. Je sais pas, Alexandre, tout à l'heure, tu m'avais pris... Ouais, c'est ça. C'est option... ça ici. Excellent. Open live, OK. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Donc, désolé pour ce quiproquo. Donc, je reviens, c'est ça. Donc, le livre photographique, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est comme média, c'est assez spécifique quand même. C'est pas un livre illustré, c'est pas un reportage dans un magazine. C'est vraiment un média spécifique. C'est un objet matériel d'abord, mais dont le contenu discursif est principalement visuel et s'élabore essentiellement à partir d'un montage linéaire de photographie. La composante importante, évidemment, qu'il n'y a pas en cinéma, c'est que la matérialité de l'objet, la grandeur, le poids, le type de reliure, la mise en page sont toutes des composantes essentielles de son esthétique. Et puis moi, ce qui m'intéresse de ce média-là comme cinéaste, c'est à quel point ça réduit
l'idée même de la prise de vue et de la relation documentaire pour mieux en étudier les implications. Parce que, bon, je suis seul avec les personnes la plupart du temps. Il y a un climat d'intimité, une simplicité technique aussi qui me permet de me concentrer vraiment davantage sur ce qui m'est raconté, puis essayer de le condenser davantage, c'est ça, dans les images que je produis. Donc, une sorte de mode de pensée visuo-spatiale. C'est un peu comme ça que je le vois en toute simplicité technique. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure aussi, j'ai commencé pendant la pandémie, j'ai commencé par faire des images des lieux, essayer d'approfondir par le regard ce que cette ville-là avait subi comme transformation qui est encore marquée dans le paysage. Je suis même allé jusqu'à explorer la collection de minéraux du Club de minéralogie qui a donné finalement la couverture du livre qui est de l'amiante, avec un objectif de macrophotographie justement dans ma boîte à outils qui était assez important, conçu justement pour aplanir l'espace lorsqu'on se rapproche. Donc ça me permettait vraiment d'entrer dans la matière de la pierre. Ou encore peut-être de scruter les surfaces des lieux publics et puis d'essayer d'en isoler des fragments qui, sur le plan narratif, allaient condenser l'ensemble finalement. Parce que ça, justement, c'était des choses qui m'avaient intéressé lors de la réalisation du film. Mais une image fixe d'une murale dans un film, c'est plus ou moins intéressant, tandis que dans un livre photo, ça prend toute une autre dimension lorsqu'on peut la contempler, puis vraiment l'isoler puis pour en saisir l'essence, puis raconter une histoire avant même qu'on rencontre des gens dans le livre. Donc, sur le plan du texte, du cadrage discursif, mon livre s'ouvre en fait sur un questionnement autour du mot asbestos qui est en train de disparaître au moment de la création du projet et qui fait écho aussi à l'oralité qui est présente dans mon film. Cette forme-là, ce qu'elle me permet de faire, c'est de situer le lieu, en fait, asbestos, qui est lié aux images qu'on voit dans le livre, mais aussi, il permet aussi aux personnes de réaliser que les images elles-mêmes, ou en tout cas d'évoquer que les images elles-mêmes ont été conçues dans un dialogue avec plusieurs personnes qui ont des attachements différents à ce lieu-là. L'architecture vernaculaire fait écho au concept dont je vous parlais tout à l'heure des arrangements inconscients. Ces choses-là définissent beaucoup la façon dont on comprend une ville. La minéralité, évidemment, nordique d'asbestos, qui est une composante essentielle de son paysage. Surtout sa temporalité, c'est quelque chose qui m'a intéressé quand je me suis intéressé à l'imaginaire du Nord, comment le temps géologique dans une ville comme ça côtoyait le temps humain. C'est un temps qui est infini, le temps géologique. Puis de savoir que des gens ont passé leur vie à côtoyer ces minéraux-là. Dans la plupart, ont développé des fascinations, des collections pour ça, puis ils en parlent vraiment avec une passion qui est assez étonnante. C'est important pour moi d'avoir cette matière-là dans le récit lui-même. Quand on parle d'arrangements inconscients, on parle aussi de quelle autre ville au Québec aurait un camion de 200 tonnes pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs à l'entrée de la ville. Comment la ville elle-même se représente sur les surfaces de sa municipalité par rapport à son histoire. Mais surtout aussi comment des images d'archives qui, par exemple, dans un livre photo pourraient être intégrées telles quelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elles existent dans les espaces publics. Ça en dit parfois autant sur les images d'archives que les images elles-mêmes. Quels autres signes, quels autres symboles elles peuvent côtoyer sur les murs. Ou encore comment des machineries sont nommées en anglais par le patronat américain alors qu'on sait que la force de travail était essentiellement francophone pendant toute l'existence de la ville. Ou cet ancien mineur qui, à sa retraite, a développé une passion pour tailler et polir des pierres en forme de cœur. Je ne sais pas dans quelle autre ville est-ce qu'on pourrait trouver ça. Dans une sorte d'amalgame aussi culturel un peu éparse, de croyances orthodoxes, autochtones et chrétiennes tout à la fois. Et enfin, j'ai pu renouer avec les personnes participantes une année plus tard pour commencer justement ma collaboration avec elles, des personnes qui avaient toutes et tous participé au film. Puis la question qui m'habitait le plus, justement, c'était comment l'expérience de vie de ces personnes-là pouvait se déposer dans la matière de mes photographies. Puis c'était comme une question qui m'intéressait parce que je ne pouvais pas avoir recours à la parole au même titre qu'en cinéma, on le fait pour scénariser le projet. Donc, comment est-ce que cette expérience-là pouvait se déposer dans la matière? Et c'est pour ça que j'ai posé des questions, comme j'évoquais, quel lieu, quels vêtements, quels objets, quelles sont les choses qui pourraient raconter dès la prise de vue, avec lesquelles les personnes souhaiteraient aussi être elles-mêmes représentées. Parfois, c'était simplement le choix du lieu qui était le sous-sol de la personne qui pouvait se transformer en véritable caverne d'Ali Baba ou de cabinet de curiosité. J'ai un exemple que je veux donner très concret de ma méthode de travail qui était précédent au portrait de Serge Boilard. Avec Serge, tout à l'heure, on parlait de co-création.
Moi, ce que je préfère dire, c'est que c'est un partage de l'autorité que je fais de mon projet avec les personnes pour les inscrire en dialogue. Parce que souvent, bon, en co-création, je demandais à Serge, par exemple, dans ce cas-ci, de m'envoyer une image d'un lieu qui était très importante pour lui, puis où il se sentait attaché à sa ville. Puis il m'envoyait cette photo-là par texto que j'aurais pu intégrer telle quelle, mais je sentais que je devais continuer le dialogue avec lui pour produire quelque chose de peut-être un peu plus complexe et allant dire plus long sur Asbestos. Donc là, je l'ai rencontré pour faire son portrait-là. Il voulait d'abord que je le photographie simplement devant cette photo. Puis je lui ai expliqué que l'image m'intéressait plus ou moins en tant que telle, puis qu'on n'allait même pas voir finalement cette équipe de hockey qui a triomphé en Estrie, qui pour lui c'est un moment très important en 1956 où il était avec son père à l'aréna municipale et puis qui a vécu un moment très spécial qui l'attache à ce lieu-là précis, l'aréna municipale d'Asbestos. Fait que j'ai continué à me promener dans l'aréna avec Serge pour essayer de comprendre en fait pourquoi il m'avait amené là puis pourquoi ce lieu-là était important pour lui. Puis je lui ai demandé à quel endroit il avait l'habitude de s'asseoir avec son père. Puis là, il m'a pointé une rangée de sièges un peu au fond de l'aréna. Qui était peinturé aux couleurs du Canadien de Montréal. Ça m'a comme rappelé aussitôt une murale que j'avais photographiée un an avant, qui mettait en avant-plan Jean Hamel, qui est un ancien joueur de hockey du Canadien, mais qui est né à Asbestos. Et puis, c'est un exemple, en fait, pour moi, de la façon dont je cherche à condenser l'expérience des personnes, mais dans une représentation qui va peut-être être des fois plus complexe que ce qu'elle m'aurait proposé d'emblée. C'est normal parce que, bon, c'est pas nécessairement des personnes qui ont des formations en communication, en photographie, tout ça. Donc, j'essaie de mettre mon expertise au service de cette expérience-là. Puisque ce diptyque-là condense, pour moi, c'est non seulement l'expérience d'enfance de Serge et son attachement au lieu, mais c'est aussi une part importante de l'histoire de la ville d'Asbestos parce que 5 joueurs de la Ligue nationale de hockey, issus d'une petite municipalité de 5000 personnes à peine. Ce que ça dit, c'est que c'est un contexte socio-économique fort différent du reste du Québec, qui a mené à l'essor de 5 grands athlètes pendant, dans le fond, l'âge d'or économique de la ville. Puis c'est un sport qui, on le sait, exprime les propriétés géographiques du territoire québécois. Ça a été inventé ici. C'est pas un jeu qui existerait sans les surfaces gelées, sans les forêts abondantes qui donnaient les bons temps de hockey. Donc, pour quelqu'un de l'étranger, par exemple, qui regarde ce livre-là, ben, c'est le territoire du Québec qui est là aussi. Puis c'est pas non plus un hasard si je m'ai intéressé en particulier à l'histoire de Serge qui voulait me communiquer. J'ai moi-même joué au hockey pendant 20 ans. Donc, ce qui m'intéresse dans ce diptyque-là, c'est que c'est la rencontre de ce que Serge voulait me partager, mais aussi mon propre intérêt pour ce sport-là. Puis c'est une rencontre, dans le fond, de nos deux sensibilités qui a abouti à ça. J'ai ensuite, évidemment, présenté le résultat pour savoir s'il était d'accord. Puis, c'est ça, il était quand même ravi non seulement de faire partie du livre, mais du résultat aussi de notre discussion. Je ne sais pas si tu veux que je passe un petit peu sur la méthode, ce ne sera pas très long. Je vais te présenter quelques... Ce serait la conclusion. Parfait. En fait, de ce que tu nous as très bien fourni l'occasion pour considérer aussi un projet vraiment qui est de façon transmédiatique et passer du film à l'oralité maintenant au livre de photos. Peut-être on pourrait s'arrêter là. Parfait, excellent. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment en termes de conclusion préliminaire pour la fin de la première partie de la matinée. Ça se prête vraiment très bien à voir comment, de façon transmédiale, tu as ré-scénarisé suite au travail tout en oralité avec tes personnages. Donc, de ça, je te remercie beaucoup. Alors, je vous remercie aussi Constance, Sylvain, Vadim et Hervé pour ces présentations. Vos objets sont tout aussi fascinants que diversifiés. La bonne chose, c'est que vous passerez plusieurs heures ici, y compris les pauses, donc vous pourriez vous entretenir. Et je sais aussi qu'en cachette, Hervé a un exemplaire du livre photo, si vous voulez le feuilleter. Alors, je vous remercie vraiment pour cette rencontre, tous les 4. Merci. Revenir sur les images de nos présentations. Alexandre et Isabelle ensuite. Merci infiniment. On ne pourrait pas démarrer ce colloque-là de plus belle manière. C'est au-delà de mes rêves là, que vous nous ayez donné accès à vos démarches, à vos techniques de collecte, de préparation de vos matériaux différents en vue là, de réaliser notre audiovisuel.
Moi, la méthode, je veux l'entendre, fait que je te pose des questions à la pause. Et puis vraiment, ben, c'est ça, merci, c'est fantastique. J'ai juste deux petites choses très rapides. Est-ce que tu connais David Dufresne? Ok, super. Ben, je me dis que vous pourriez être en lien. J'ai déjà contacté David Dufresne pour le projet d'ailleurs de scénarisation avec Viva, mais il était trop occupé. Mais son dernier film utilise beaucoup cette technique-là aussi. Sur les gilets jaunes et tout ça. Okay. Donc, sinon, je vous aurais mis en contact. Et l'autre chose, c'est par rapport à ton projet, il y a Kat Chizek qui a fait un projet qui s'appelle High Rise. Est-ce que tu vois qui c'est? Oui, je lui ai demandé d'être directrice artistique de ma thèse, mais elle est trop occupée. Je connais ces projets très bien, oui. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça fascinant ce qu'elle a fait, surtout les photos au front. C'est incroyable. Pas les photos, mais... Donc, alors, Kat, c'était autre chose, mais c'est un peu le même principe de donner une caméra à des gens pour filmer What I See from my window, donc partout dans le monde. Et puis l'autre projet, c'est celui de Anandana Kapoor à New Delhi. Elle, c'était sur les relations domestiques et propriétaires de domestiques. Elle donnait des téléphones aux deux. Donc des fois, tu avais la même situation familiale filmée du point de vue de la propriétaire de la domestique. Alors, enfin, si tu veux, je te mets en contact. Merci. Ils ont des démarches. Je pense que vous pourriez être amis. Voilà, merci. Alexandre? J'aurais plusieurs questions, mais il y en a une pour Constance. Quand tu as parlé de la forêt de Brocéliande, c'est qu'elle a un imaginaire collectif en France très fort avec les druides et tout ça. Il y a même un film d'horreur, je pense, qui existe sur cette forêt-là, et qui s'appelle Brocéliande. Et je me demandais comment cette dimension mystique, historique, culturelle traversait ton projet. Très très bonne question. J'ai pas pu l'aborder, mais effectivement, il y a tout un appareil folklorique hyper fort dans la forêt de Brocéliande. Et donc, la question des touristes, elle est aussi centrale dans les acteurs du territoire. Et donc, au départ, on va dire l'acteur le plus important, c'était les chasseurs. Parce que ils sont centrales. Dès que j'ai commencé à appeler les gens pour les interviewer, et ainsi de suite, tout le monde me parlait des chasseurs. Voilà. Mais en fait, les touristes, c'est une très... Donc la chasse est la plus grosse économie de la forêt de Brocéliande, mais suivie de près par le tourisme. Et donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée parce que les chasseurs, quand je les ai interrogés, eux, on va dire très vite dans la conversation, c'était de la faute des touristes. Parce que en fait, les touristes perturbent les sangliers et donc ils perturbent aussi les périodes de reproduction, voilà, les laits qui ont leurs petits marcassins et ainsi de suite. Et donc en fait, tout de suite, il y a une espèce de conversation entre chasseurs et touristes. Touriste, c'est pas forcément le terme le plus exact, ce serait plus promeneur. Parce que, en fait, ça explique cette espèce d'évolution depuis les années 50 qui, en fait, aujourd'hui est... Enfin, très vite, c'était bobo écolo, les chasseurs... Enfin, les termes qui revenaient, c'était... Voilà, vous venez de la ville, vous êtes néo-urbaine, donc en l'occurrence moi, hein, voilà, j'arrive et voilà, il y a les chasseurs, il y a le savoir rural et ainsi de suite. Et donc, tout de suite, il y a eu cette espèce de conversation entre ces deux acteurs-là. Bien que le chasseur soit arrivé en premier, très vite, c'était entre les deux, quoi. Et c'était presque entre romantisme, en fait, et industrialisation de l'environnement, quoi. Et il y avait cette espèce d'interrogation de l'héritage naturaliste qu'on a, de cette muséification de la nature, mais en même temps de la perturbation de la faune, de qui détient le savoir, en fait, dans les campagnes, qui détient l'autorité, et ainsi de suite. Donc la forêt de Brocéliande, juste pour répondre à ta question, a été particulièrement intéressante parce que déjà, c'est la plus grande forêt bretonne et voilà, elle est dans le top 10 des forêts françaises, mais en plus de ça, elle est depuis, juste je termine là-dessus, mais depuis le XIVe siècle, donc c'est Chrétien de Troyes qui a écrit, voilà, c'est la légende du roi Arthur, la forêt de Brocéliande. Et donc au XIXe siècle, quand on s'est aperçu que la Bretagne avait
un rôle touristique à jouer. On s'est demandé où était la forêt de Brocéliande en Bretagne et la forêt de Pimpon. Finalement, il y a une espèce de décision commune liée à des menhirs qui sont là, mais ça n'est pas une vérité historique en fait. C'était aussi un objectif touristique, économique quoi. Donc tout ça ensemble fait que c'est une situation très particulière et une cohabitation extrêmement fragile en fait entre la faune qui vit là, les touristes, les promeneurs, les chasseurs qui sont là et cette coévolution de toutes ces dynamiques là ensemble. Question. Olivier. On a plein de questions évidemment pour chacun d'entre nous, on ne peut pas se permettre. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est un extraordinaire panorama de possibilités et puis des projets vraiment stimulants sur tous les points de vue esthétiques, techniques et tout. J'ai une petite question pour Hervé, une petite question aussi pour Vadim. Je trouve ça intéressant le passage donc, que Viva mentionnait entre le cinéma et puis la photographie. Et tu sembles dire que la question de la co-création et la participation des gens que tu as croisés pour le film et que tu as recroisés après, ça reste toujours important, mais il me semble que quand même la question de la narrativité, c'est, même si tu la retrouves dans certains fragments et tout ça, mais c'est quand même ce qui disparaît ou ce qui est secondarisé au profit d'autre chose, qui est l'image fixe. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus. Et pour Vadim, c'est aussi, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais sur la scénarisation, c'est-à-dire que créer un dispositif, c'est scénariser. Et donc créer un workflow, c'est scénariser. C'est très intéressant de dire que le rôle du documentariste, là, c'est déjà de mettre ça en scène, et c'est pas nécessairement après définir des thématiques, tout ça, mais il y a un champ de travail, ça c'est très intéressant. Deux petites décisions que vous avez prises, que tu as prises, c'est de mettre donc la caméra frontale dorsale, mais tu as choisi le format paysage. Pourquoi? Et tu as choisi de mettre la caméra frontale en plein centre et non pas sur les côtés comme c'est le cas automatiquement sur les téléphones. Donc c'est des décisions esthétiques. C'est une très bonne question. Effectivement, lorsqu'on parle du cinéma documentaire au livre photographique, par exemple, on peut percevoir ça comme une sorte de perte narrative. Mais en réalité, pour moi, c'est une façon, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est une manière de condenser le récit. Donc, c'est pas pour. Tu sais, je comprends qu'il n'y a pas de texte, puis ça rend beaucoup de gens mal à l'aise de les photographiques à cause de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment prendre ce récit. Donc, évidemment qu'il y a un effort de lecture qui est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus complexe, parce que, bon, il faut lire justement ces surfaces-là et en extraire du sens. Il y a certaines choses, évidemment, qui se perdent, avec lesquelles je suis parfaitement à l'aise. Mais par exemple, en poésie, lorsqu'on parle de la poésie japonaise, le haïku, il y a comme une condensation littéraire qui se crée. C'est pas le grand récit. Mais lorsqu'on choisit les bons mots, il se passe une image qui est extrêmement puissante. T'sais. Puis pour moi, le livre photographique, c'est une version condensée de la narration cinématographique. Parce qu'à son essence, évidemment qu'il n'y a pas le texte, mais... Mais je ne veux pas avoir l'air d'avoir dit qu'il y a quelque chose qui se perdait. Je pense qu'il y a quelque chose qui se gagne. Okay. Et ce n'est pas nécessairement un surcroît de narrativité ou d'autres types de narrativité. Moi qui ai beaucoup écrit sur la photographie de Charles Gagnon et aussi de Benoît Aquin, que tu dois connaître, qui a fait une très belle série là-dessus. La photographie, c'est quand même quelque chose qui est sur un autre plan. Il y a de la narrativité, absolument, bien évidemment, mais ce n'est pas structuré de la même manière. Non. Et c'est là qu'il y a un plus. Parce que ce qui est fort là, c'est le silence. Absolument. On ne parle plus, on ne les entend pas. Et il y a quelque chose de plus fort sur la minéralité, sur les profondeurs historiques du paysage qui n'aurait pas été dite si on parle simplement de transmission générationnelle sur une ou deux personnes. Donc il y a quelque chose de très fort dans ces photos qui disent oui, la même chose, mais autre chose aussi. Absolument. Ouais. Je ne sais pas si Vadim Matsou la réponse. Oui, merci pour votre question. Je suis tout à fait d'accord que oui, finalement, the medium is the message, finalement, ce qu'il y a une congruence, en tout cas dans mes projets, j'essaie de toujours faire une sorte de congruence, une cohérence entre l'esthétique, le dispositif de tournage, le cadre de co-création qui est établi avec les personnages et participants et le sujet, le grand sujet, le contexte dans lequel on fait tout ça. Du coup, le paysage, si je comprends bien, vous me demandez pourquoi c'était filmé comme ça et pas comme ça. C'est parce qu'après,
pour moi, je pense que dans tout cas, comment dire, je pense que ça aide de garder les projets audiovisuels dans le cadre de l'imaginaire cinématographique du cinéma, parce que ça fait rêver aux gens. Et c'est quelque chose qui aide en fait à se projeter dans le résultat final pour les gens. Si je veux le dire, oui, c'est une installation vidéo, c'est un projet multiformat, transmédial, tata, en fait, je ne veux pas les embarquer. C'est beaucoup plus facile de dire, on va faire un film ensemble. Et le film, c'est comme ça, c'est un écran de cinéma. Et puis, pour le positionnement de selfie, c'est vrai que généralement, on est habitué de voir le double écran, l'écran selfie, plutôt aux côtés. Ça, on voit ça dans les Zooms, Skype, le jeu vidéo commenté, c'est un format qui est assez connu déjà, et je pense que ça nous a aussi soulagé le travail parce que c'était pas complètement inattendu pour les gens de voir ça. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas encore les projets cinématographiques qui étaient faits de cette façon. Il y en a vraiment un enjeu de inventer comme une ergonomie de double sollicitation de l'attention pendant le visionnage. Comment est-ce fait les spectateurs vont naviguer les doubles images. Et ça faisait beaucoup plus de sens d'avoir... parce qu'en fait, il y a 3 points de repère. Il y a le paysage, il y a le selfie et il y a le sous-titre aussi à lire. Et après beaucoup d'expérimentation, on a trouvé cette forme. Et c'était vraiment la forme le plus adaptée pour déambuler et naviguer l'image finale composée. Et dès que ça marchait, en plus, on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait que 4 semaines pour monter le premier résultat de ce projet dans le cadre de Frénois, parce que comme je disais, il y a vraiment des échéances très strictes. Et dès qu'on est arrivé à quelque chose qui marchait, on s'est dit ok, on bouge. En fait, je pense que dans des projets comme ça, dès que tu arrives à quelque chose qui marche, tu le mets en place. C'est comme quand je disais que c'est comme un puzzle, parce que si on va rester si tout reste flou tout le temps, on va pas arriver d'arriver à la restitution. Mais aussi, ça faisait beaucoup le temps de mettre le selfie un peu au centre dans cette image, parce que justement, je disais que ça renvoie aussi à la cadre théorique de ma thèse, à relation entre l'observeur et le monde observé, le paysage, portrait, les savoirs, le regard qui est situé quelque part. Du coup, ça faisait beaucoup de sens de deux côtés, de côté un peu plus théorique et d'un côté vraiment très pratique de comment va s'organiser le visionnage. Très bonne décision. Merci. C'est juste pour rebondir sur le suivi à ça, j'ai pas super bien compris. Est-ce que vous gardez l'image du selfie toujours en petit ou vous le mettez aussi en grand? Il passe jamais en grand. On a essayé de faire de montage où ils peuvent passer d'un à l'autre, mais en fait on s'est dit c'est trop compliqué, on peut pas, là peut-être on va en expérimenter plus, parce que quand je disais en train de chercher de l'argent pour une version long métrage, faire un cours de tournage, encore expérimenter avec ce format. Mais dès que, encore une fois, on s'est dit ok, en fait déjà les enjeux de montage c'est redouble, parce qu'on travaille avec deux choses en même temps. Et c'était pas du tout évident comment faire un coupe aussi, parce qu'en fait on fait un coupe entre les deux écrans et on rompre jamais synchronicité entre les deux images, c'est-à-dire on peut pas faire, c'était un peu le règle interne éthique de notre montage, qu'on peut pas mettre un selfie sur un paysage qui n'était pas tourné en même temps avec ce selfie. Et du coup, on se dit, ok, ça marche, le selfie reste toujours là, le paysage reste toujours là, parce que sinon, ça redevient trop chaotique et trop bordélique. Mais peut-être il y a des autres façons de le faire et on n'est pas encore exploré. Alors merci à vous tous.
Moi, c'est plutôt pour Constance. Alors, Marie Lebel, je suis historienne. Moi, je suis une historienne de la santé, en histoire de la santé. Et je suis aussi du nord, du très grand nord du Canada. Alors, j'arrive de loin. Et quand tu as parlé du sanglier, alors on n'en a pas, mais on a l'orignal. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'être touchée par, quand tu as commencé, tu as dit, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les vivants. Alors, ça m'a bien dit ça. Moi, je m'intéresse aux vivants. Et ce vivant, fini, c'est le sanglier. Mais c'est aussi ce que la bête éclaire sur nous, sur ce que nous sommes. Et j'ai vraiment trouvé cette approche qui était à la fois artistique au départ, cinématographique, puis après ton art qui revient, l'idée du dessin. Donc, ça m'a beaucoup inspiré pour chez nous. En tout cas, donc moi, je retourne, on a une petite université française, et cette relation, parce que la chasse, chez nous, c'est une religion. C'est un culte. Alors, j'ai vu l'idée du bar où on va, mais où on part encore de la bête. Pour ça, je ne sais pas si c'est un commentaire, mais est-ce que tu as pensé aussi à poursuivre, parce que cette relation, le sanglier qui est apparu, c'est très drôle de partir du ragondin et de finir avec le sanglier, je pense que c'est judicieux. Et je vois ça très bien, en fait, pour comprendre mon monde, pas seulement le mien, mais ce monde boréal où je vis. Je trouvais qu'il y avait, c'est très fort la possibilité de l'utiliser. Je ne le ferai pas, mais tu pourrais venir chez vous. C'est où exactement? Où est-ce que j'habite? Oui. En fait, c'est Hearst, Ontario. Alors, c'est le nord ontarien. Puis on est aussi, c'est très particulier parce que vous m'entendez parler français. Alors, je parle français. C'est une province anglophone. Alors, on est minoritaire, donc on nous appelle le village gaulois. Je ne pouvais pas, oui, on veut toujours faire des gauloiseries, on veut faire des soupers, où est-ce que ça va manger. Mais c'est pas pour parler de moi, je suis là, c'est seulement que ça m'a profondément touchée, parce que l'orignal, moi, ça me pleure un peu, cette tradition-là, mais je vois que ça définit mon monde. Que ça définit la façon dont on parle entre nous, dont on s'habille, les femmes s'habillent. Il y a même eu un reportage qui a été fait sur les femmes s'habillent en camouflage. Donc, je voyais toute cette possibilité-là dans ce que tu racontais. Je suis très touchée. Très touchée, ouais. Et merci beaucoup. Et en plus, je suis fascinée depuis toute petite. Le Nord, c'est comme une destination. Un jour, il y a un truc un peu... j'ai décidé de partir à 30 km de chez moi, mais toujours sans doute de lecture de petites filles, quoi. Mais le Nord, il y a l'orignal, c'est un animal extrêmement qui est fascinant. Et puis, est-ce qu'il y a des grizzlies chez vous? Non, nous on a l'ours noir. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que l'orignal, en fait, comme le sanglier, probablement dans la forêt brocéliande, cette bête qu'on tue, je pense que quelque part, il y a une puissance quand il tue les chasseurs. Oui. À un moment donné aussi, il voit la mère qui va pleurer parce qu'on a le droit de tuer les veaux. Oui. La mère, non, alors on tue le veau alors qu'elle est là. Bref, je m'excuse, c'est parce que je vois toute cette possibilité d'étudier un milieu à partir de sa relation à la bête. C'est comme ça que j'avais écrit. Comment la bête nous éclaire sur nous, sur nos manières d'habiter, d'être habité, puis d'occuper. Oui, complètement. En fait, les chasseurs... ils tuent pas tous les sangliers en fait. La laie gestante et celle qui a les petits marcassins, déjà c'est un matriarcat. Donc c'est elle qui guide les autres sangliers. Donc les mâles sont solitaires et les laits sont accompagnés de sangliers accompagnants en fait, qui sont issus de différentes portées. Donc elle est sacrée en fait. Il faut surtout pas tuer la laie qui dirige le reste en fait de l'équipe. Donc il y a toute une stratégie en termes de chasse et le chasseur qui va tuer la laie gestante, il est pointé du doigt. Et donc je dis ça juste simplement parce que tout ça va définir, on va définir une espèce de rite, mais aussi des histoires. Une relation à... j'étais hyper touchée une fois parce que j'ai interrogé 3 générations de chasseurs qui travaillent pour l'ACA
Et donc l'ACA sont affiliés à la Fédération des chasseurs. C'est pas la chasse à courre, c'est différentes économies, différentes finances. Et eux me parlaient d'une laie qui avait un chaudron et dans une vallée. Et donc ils y allaient tous les jours dès 8h du matin, c'était pendant l'été, pour protéger ce chaudron-là en fait. Surtout des vététistes qui passent très vite et qui font peur en fait à cette laie-là. Et c'est ces mêmes chasseurs-là qui me disaient mais nous on tue pas 10 bécasses, on en tue une. Et en fait on se fait moquer par les anciennes générations de chasseurs parce que c'est pas ils considèrent qu'il faut tuer les 10 bécasses qu'il y a devant nous, mais non, eux ils disaient nous c'est la relation au chien qui importe le plus. On chasse parce qu'il y a une espèce de relation au chien, une passion avec le chien, et ainsi de suite. En fait, à travers toutes ces relations-là, et cette relation à l'animal, évidemment, le sanglier est central, la laie, elle est centrale, les marcassins sont centraux. J'ai découvert toute cette gamme, en fait, de relations d'émotions, de sensations, d'imaginaire. Et moi, j'avais aucune idée de ça en arrivant. Et ça m'a parfois beaucoup touchée, quoi. Donc, dans cette histoire de la chasse, il y a toutes ces sous-histoires. Et effectivement, ça dit beaucoup de choses. À chaque fois, ça a tendu un miroir, ouais. Merci. Olivier, je sens que tu veux encore Bon, pas seulement, s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé, ça ne me dérange pas de céder la parole. Si on a un peu de temps, j'ai une question pour Hervé. 2 minutes à peu près pour qu'on ait le temps de manger et prendre un bout de café. Il avait écrit jusqu'à 11h15. Oui, mais ça devait être 11h. Oh mon Dieu. Une erreur dans le programme. Une question à Hervé. Pardon. Si vous voulez arrêter, je sais pas. Non, mais J'ai une question pour Hervé. Alors j'ai beaucoup aimé ta présentation aussi. C'est la deuxième fois que... Sylvain. Sylvain, c'est ça. Sylvain, oui, c'est la deuxième fois que j'assiste à une de tes présentations, donc c'est bien de suivre le travail, son évolution. J'aime bien ce que tu as dit sur la neutralité médiale, alors tu t'intéresses à toutes sortes de types de documents, télévision, et puis c'est une histoire que tu fais de l'abstention politique, mais qui est liée à la question de la médialité, comment tout ça est transformé. J'avais une question sur l'origine du projet, c'est en amont tout à fait de la scénarisation. C'est le moteur initial. Pourquoi tu t'intéresses à l'abstention et peut-être dans les conclusions temporaires que tu trouves, quelle est l'importance politique de l'abstention et dans cette histoire que tu fais ta dimension historique, qu'est-ce que tu as découvert qui peut nous être utile aujourd'hui pour faire entendre ces voix-là? Alors, ce qui m'a lancé dans ce projet-là au départ, c'était une espèce de lecture d'une critique du système électoral, et en fait c'était tellement étrange pour moi parce que on baigne dans une espèce de, pas de propagande parce que c'est un terme un peu fort, mais on baigne dans un univers électoraliste. Il faut voter, c'est quelque chose qui est vu comme un droit, comme quelque chose de très fort, et ce qui est assez bizarre, je suis français d'origine, puis ça m'a jamais vraiment été inculqué. Donc en fait, moi, le vote, ça m'a jamais intéressé particulièrement. Et donc, quand j'ai commencé je suis tombé sur une lecture, je peux le dire, j'étais tombé sur un livre de Francis Dupuy-Derry par rapport à ce sujet-là. Et en fait, il y avait des tas de choses dont il parlait dans lesquelles je me retrouvais beaucoup. En fait, il y avait beaucoup de questionnements que je m'étais... Ah oui, c'est vrai, en effet, il y avait... Alors j'ai poussé le sujet, j'ai notamment poussé avec Jacques Rancière aussi sur ce sujet-là, où lui il voudrait revenir plutôt au tirage au sort plutôt que revenir au vote, parce qu'il considère que le vote n'est pas un outil intéressant. Et donc en cherchant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il y avait que très très peu d'écritures qui ont été faites sur ce sujet-là. En France, on a commencé à étudier ça en sociologie politique dans les années 60, avec un livre d'Alain Lancelot, 65, si je me rappelle bien. Il n'y a rien eu après pendant 30 ans, et à partir des années 90, ça a recommencé à revenir. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse avec l'abstention électorale, c'est dans ce qu'on ne dit pas. Parce que creuser le sujet de pourquoi on ne vote pas, pourquoi on ne veut pas s'impliquer dans la vie démocratique, entre guillemets, je trouve qu'il y a quelque chose de très révélateur justement sur c'est quoi la vie démocratique en fait en soi. Et donc aller interroger les personnes, parce que j'ai une quarantaine, presque une cinquantaine d'entrevues au Québec et en France de personnes qui ne votent pas. Alors évidemment il y a un biais, c'est des personnes qui acceptent de me parler. Donc déjà rien que là
Donc j'ai beaucoup d'instituteurs, beaucoup de gens dans l'enseignement qui sont venus me parler d'ailleurs. Mais en allant voir ces personnes-là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle entrevue, j'ai de nouvelles abstentions électorales. C'est des nouvelles raisons que je n'avais jamais envisagées. Et je trouve que ça permet une discussion sur c'est quoi être citoyen aujourd'hui dans un pays, dans une économie globalisée, où en fait les méthodes de production, les flux ont plus d'importance que en fait, la décision à un tel endroit, par exemple fait par un maire ou fait par une ministre quelque part. Donc il y a toute cette échelle, ces différences d'échelle qui m'intéressaient énormément, et aussi de comprendre de plus en plus, enfin, de comprendre pourquoi de plus en plus les taux d'abstention augmentent, surtout depuis les années 80, notamment avec la désindustrialisation dans les pays occidentaux, en tout cas parce que je regarde la France et le Canada, enfin le Québec, puis je compare un peu avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne un peu, mais c'est toute cette conversation-là qui m'intéressait, et c'est de voir que, sachant que, surtout au Canada, les abstentionnistes sont gagnants à chaque élection, que ce soit fédéral ou provincial, même, pas provincial, mais fédéral en tout cas, et ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'est que un pan tellement important qui délégitimise beaucoup le pouvoir politique en place du gouvernement, comment ça se fait que ça soit si passé sous silence? Et donc en fait c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et donc c'est un sujet extrêmement fertile parce que par exemple il y a les écrits de Samuel Huntington qui lui à la conférence triennale poussait pour dire c'est bien que les gens soient pas trop impliqués dans la politique parce que c'est plus facile de gérer un gouvernement s'il n'y a pas trop de gens qui s'y intéressent. Il y a les anarchistes qui, eux, évidemment, ont la politique anti-gouvernement, qui ont plutôt une relation à l'horizontale. Il y a beaucoup de discussions au niveau municipal aussi, que je trouve très intéressant, de redéfinir des pouvoirs plus à un niveau local. Donc la politique influence beaucoup, évidemment, le sujet. Et donc c'est pour ça que j'essaie de l'inclure dans la pratique scénaristique. C'est-à-dire que ce conflit-là soit aussi dans le conflit entre chaque fragment que je mets sur ma table de montage. Donc voilà, ça répond un peu à la question, mais merci. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à venir manger des petites viennoiseries. Merci infiniment, Vivien.